Donc l'objectif de ces séquences vidéo que nous allons entamer par la suite, Inch'Allah, c'est de connaître l'architecture des systèmes de télécommunication actuels, donc connaître leur architecture, de quoi elle est composée, et avoir la possibilité de les analyser et les évaluer en termes de composants matériels, donc qu'est-ce qu'ils contiennent principalement, et les performances de ces équipements et de ces systèmes de télécommunication. C'est ça l'objectif généralement de ces séquences vidéo que nous allons entamer par la suite, Inch'Allah. Alors, donc on va commencer par les définitions comme d'habitude. Donc, les télécommunications, comme vous le savez, c'est communiquer à distance. C'est quand on a deux entités distantes et ils vont communiquer entre elles. Ces deux entités vont communiquer entre elles. Et ces deux entités, elles se situent à une certaine distance. L'une est loin de l'autre. OK? Alors, le but principal, c'est quoi? C'est de pouvoir transmettre un signal. Le but des télécommunications, alors regarde pour un détail, c'est de pouvoir transmettre une information sur un signal. Donc, c'est transmettre un signal porteur d'une information. Donc, le signal, il va porter l'information. OK? Donc, transmettre un signal porteur d'une information, un signal électrique, hein, électromagnétique, s'il s'agit d'une transmission sans fil, c'est un signal électrique, électromagnétique qui va contenir une information et qu'on va le transmettre d'un lieu à un autre lieu situé à distance. Donc, deux lieux distants. Alors, il y a un signal qui va voyager du premier lieu au deuxième lieu et ce signal va contenir l'information. Alors, cette information, ça peut être quoi? Tout type d'information. Donc, l'information, c'est de la voix, entre voix, c'est du son, des images, du texte, une grandeur physique carrément, la température par exemple, la pression, l'humidité ou n'importe quelle grandeur physique. Donc, il suffit juste de pouvoir récupérer cette grandeur physique, la transformer en un signal électrique et transmettre cette information sur un signal qui va porter cette information. Voilà. Alors donc maintenant on va commencer par la description de transmission. Donc on va entamer la chose petit à petit. Donc tout doucement et on va entrer dans les détails petit à petit à travers soit cette séquence vidéo, soit les autres séquences qui vont venir par la suite. Donc une transmission c'est quoi? Donc on va disposer d'une source de l'information, une source qui dispose de l'information. C'est le producteur de l'information, celui qui produit l'information. Donc il va la transmettre. Alors et on va normalement, il doit remettre cette information sur un support de transmission, hein, le média de transmission, un support de transmission. Et il y a un destinataire. La destination de l'information, c'est celui qui va consommer l'information. Donc un producteur, c'est la source d'information. Un consommateur, c'est la destination de l'information. Donc il suffit que le producteur mette l'information sur le support, elle va voyager pour arriver jusqu'au consommateur, jusqu'à la destination de l'information. Ça, c'est d'une façon très, très générale. Ok. Alors, si on veut entrer un petit peu en détail, donc il y a la source de l'information. Normalement, l'émetteur, s'il veut envoyer plutôt l'émetteur, celui qui a l'information, il veut transmettre, il ne peut pas le faire tout seul. Donc, il doit la remettre à quelqu'un d'autre, bon, à une autre entité qui doit se charger de la transmission. Donc, il va générer son message, son information, et la remettre à un équipement, bon, une entité qui va se charger de la transmettre, de la préparer et de la mettre sur le média de transmission. OK? Donc normalement, voilà la source de l'information. Elle va générer le message, l'information qu'elle souhaite transmettre. Elle va la remettre à une entité. Alors cette entité, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va prendre l'information, le message dans ce cas, il va la préparer, la traiter pour la mettre sur le média de transmission. Bon, donc il va se propager bon, sur le média de transmission. Donc on a un signal émis. Alors à la réception, donc déjà ce média, bon, il va subir des bruits, des dérangements, alors des interférences. Et cela dépend du type de média. Alors chaque type de média, bon, il va subir un certain type de bruit bon, auquel il est faible. Okay. Alors vers la fin, on va récupérer un signal, le signal reçu. Normalement, ce signal reçu, il contient l'information, c'est l'image du signal émis. Et par la suite, il y a une autre entité qui va recevoir le message, hein, le message reçu, il va être récupéré par une entité de réception. Et le rôle de cette entité, c'est l'inverse de ce qu'a fait l'entité de transmission. Donc, il va récupérer un signal qui contient l'information. Son rôle, donc, c'est quoi? C'est de dégager l'information, ce message-là. Bon, il est englobé, il est enveloppé par quelque chose, il est envoyé. Alors, à la réception, l'entité de réception, il doit essayer de dégager l'information du signal reçu pour la remettre à l'utilisateur. Donc, on doit récupérer le message. Donc, ce message-là, on doit le récupérer ici pour le remettre à l'utilisateur, à la destination, au consommateur normalement.
Ça, c'est d'une façon très, très générale. Mais sinon, ce type de transmission, normalement, c'est d'une source vers une destination. C'est ce qu'on appelle une communication ou bien une transmission unidirectionnelle. Donc, l'émetteur, toujours, il émet et le récepteur, il reçoit toujours, comme le cas de la radio, hein, la radio qu'on écoute, ou bien la télévision. Donc, c'est ce qu'on appelle une transmission en simplex, transmission unidirectionnelle. Ok, c'est une transmission unidirectionnelle. Sinon, il y a un autre type de communication entre deux entités, ce qu'on appelle la communication bidirectionnelle alternée, comme ce qu'on appelle en anglais le half duplex. C'est comme le cas du talkie-walkie. Ok, donc les deux entités peuvent communiquer, mais ce n'est pas en même temps. Le premier parle, le deuxième il écoute, ou bien le premier envoie, le deuxième il reçoit. Alors, si le deuxième veut envoyer, le premier doit s'arrêter, ne doit pas envoyer. Donc, il doit s'arrêter pour recevoir. Donc, le deuxième, il va envoyer. Et le deuxième, plutôt le deuxième va envoyer, le premier va recevoir. C'est ce qu'on appelle le half duplex ou bien le bidirectionnel alterné. Sinon, il y a la transmission bidirectionnelle, full duplex. En même temps, les deux entités peuvent envoyer et recevoir en même temps, comme votre téléphone. Hein, les deux gens qui sont en train de parler, ils peuvent parler en même temps, ils peuvent s'écouter en même temps. Donc, on peut émettre et recevoir en même temps. Voilà. Alors maintenant, on va détailler un petit peu, d'une façon vraiment superficielle, les éléments qui constituent notre petite chaîne de transmission. Alors on parle de la source d'information. Alors la source d'information, donc c'est une information issue de la nature. Bon, température, humidité, pression, voix, n'importe du texte, une information qu'on souhaite transmettre. Sauf que pour pouvoir la transmettre sur un signal, il faut la convertir. Alors il faut convertir cette information à partir de sa nature, sa nature, vers une tension, vers un signal électrique. Donc pour cela, on va faire appel à un capteur. Bon, un capteur, c'est un petit équipement qui va se charger de transformer une grandeur physique en un signal électrique. Alors l'exemple que j'ai mis ici, c'est le cas d'un microphone. Alors le microphone, c'est la pression de l'air qui est évoquée par la parole. Alors cette pression, elle est reçue, captée par le capteur et elle est transformée en un signal électrique. Alors carrément ici, j'ai mis un voltmètre pour dire que ce capteur, une fois qu'on va parler à côté du capteur, du microphone, il va changer cette pression, ce changement de pression de l'air, il va les changer en un signal électrique qu'on peut récupérer. Tout le travail, on va le faire sur le signal électrique, image de la grandeur physique qui est dans ce cas la voix. Donc ici, sur ces bancs-là, on va récupérer un signal sonore, un signal voix. Ok. Alors, donc, ce message sonore, dans ce cas, alors ce message sonore, voix ou chant, il est constitué d'une variation de pression de l'air. Ok. Alors, du fait de ces variations de pression de l'air, ça va engendrer un signal électrique, bon, qui a une allure un petit peu, bon, et dispose de certaines caractéristiques. Donc, avant toute transmission, il faut convertir le message en un signal sous forme électrique. Voilà, on la récupère en un signal électrique. On la récupère en un signal électrique. Alors, donc, que ce soit le message d'origine ou bien son image, le signal traduit, donc il évolue à l'intérieur d'un intervalle de fréquence F1, F2. C'est la densité spectrale. C'est quoi la densité spectrale? Normalement, ce signal-là, le signal que nous avons récupéré à la sortie de notre capteur, alors il évolue donc il est constitué d'un certain ensemble de variations. Alors ces variations disposent d'un certain ensemble de fréquences. Alors ces fréquences, ils varient entre une valeur de fréquence minimale et une valeur de fréquence maximale. Sur le schéma ici, on a noté F1 jusqu'à F2, ce qui nous a donné le delta F. Alors ce delta F, alors cet intervalle de fréquence, c'est ce qu'on appelle la densité spectrale de notre signal. Ici, c'est l'amplitude, hein, c'est l'amplitude de notre signal. Pour chacun, le signal il dispose d'une certaine amplitude. Donc cet intervalle-là, cette allure là, il représente la densité spectrale de notre signal information, le signal électrique qui est image du signal information. Alors, normalement, d'une manière générale, la bande spectrale du signal elle est de type large, d'une façon générale. Comment on peut juger comme quoi une bande spectrale est de type large? C'est à partir de cette inégalité. Alors, si cette largeur-là, si cette largeur de fréquence, hein, cet intervalle-là, s'il est supérieur à la moyenne, alors dans ce cas, on parle d'une bande large. Donc si f max moins f min
est supérieur à la moyenne, c'est f max plus f min sur 2, c'est la moyenne. Si cette valeur de cet intervalle, si elle est supérieure à la fréquence moyenne, alors on parle dans ce cas d'une bande large. Donc le delta f est supérieur à f moyenne. Donc on doit émettre une bande qui est assez large par rapport à la moyenne. Ok. Alors maintenant on va passer au canal de transmission. Alors le canal de transmission, c'est l'élément qui va essayer de faire propager l'information de la source vers la destination. Un câble par exemple, quand on va relier deux équipements par un câble, ou bien l'air, carrément dans le cas d'une transmission sans fil, c'est l'air. Donc une onde électromagnétique va voyager dans l'air de la source vers la destination. Ce sont des ondes hertziennes ou bien des ondes électromagnétiques. Alors, le canal de transmission, alors c'est quoi? C'est la propriété du champ électromagnétique dans le cas d'une transmission sans fil de se propager sous forme d'onde qui est utilisée pour réaliser des transmissions entre émetteur et récepteur. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur, il y a des ondes électromagnétiques dans le cas d'une transmission sans fil, des ondes électromagnétiques qui vont voyager de l'émetteur vers le récepteur. Alors je l'ai schématisé ici par une surface d'eau calme, quand la surface d'eau est calme, et on va jeter une petite pierre. Qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer des ondes, de petites vagues. Des ondes, alors ça c'est la source de l'information, et l'information va voyager sur la surface de l'eau, de l'émetteur vers un point sur la surface. Donc le récepteur il peut être n'importe où sur la surface de l'eau. Alors, normalement, ce milieu de transmission, le canal de transmission, bon, il a certaines caractéristiques qui sont un petit peu nuisibles à la transmission. Alors, donc, à l'exception du vide, tous les autres milieux, l'eau, l'air et l'atmosphère, donc si ce n'est pas le vide, les autres milieux, que ce soit l'eau, l'air, l'atmosphère ou bien autres, le cuivre par exemple, un conducteur électrique, on dit qu'ils sont absorbants et dispersifs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie de la puissance de l'onde est perdue. Alors, vous pouvez le remarquer, je peux revenir sur ce schéma-là, vous pouvez remarquer que ici, l'onde, il est grande, la forme de l'onde, il est grande, mais à chaque fois qu'on va s'éloigner du centre, l'onde, elle va devenir petite, faible. Alors, ceci, il est dû aux qualités, aux caractéristiques du milieu, qu'il est un milieu absorbant et dispersif, ce qui veut dire on perd de la puissance de notre onde. Ok. Alors, on va expliquer un petit peu absorbant, ça veut dire quoi, et dispersif, ça veut dire quoi. Alors, absorbant, c'est le fait que l'amplitude, la grandeur, l'amplitude de notre signal à côté de la source, elle est supérieure que lorsqu'on va s'éloigner de la source, à un autre point qui est loin de la source. Ok. Donc, de ce fait, l'amplitude il va être réduite. Et vous pouvez le remarquer ici sur ce graphe. Alors, l'amplitude à la source, il est maximal. À chaque fois qu'on va s'éloigner de la source, de l'origine, alors l'amplitude il va s'affaiblir, s'affaiblir, s'affaiblir à cause d'une perte de puissance qui est due au milieu de transmission. Ok, alors cette courbe, on peut la représenter par cette équation. Dans Sm, la puissance ou bien l'amplitude de l'onde à un certain point M égale à SO. SO, c'est l'amplitude à l'origine, fois l'exponentielle moins alpha fois D. D, c'est la distance. Et alpha, donc, c'est souvent fonction de la fréquence. C'est un facteur euh, c'est un facteur qui va impacter l'amplitude de notre signal, de notre information. Ok, cela va engendrer une distorsion d'amplitude. Ok, le fait que le milieu est absorbant, cela va engendrer une distorsion d'amplitude. On peut le voir ici sur ce schéma-là. Carrément, donc au centre, on a l'amplitude, elle est maximale. Et à chaque fois qu'on va s'éloigner du centre, alors l'amplitude va s'affaiblir, 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 jusqu'à ce qu'elle va devenir nulle à un certain point, assez loin du centre. Okay. Alors, sinon, pour la dispersion, ça veut dire quoi la dispersion? C'est le fait que les tensions qui constituent notre signal, alors ils n'arrivent pas en même temps. Okay. Donc, de la même façon, la célérité des ondes, alors la vitesse des ondes dans un milieu dépend de la fréquence, la fréquence par laquelle l'onde change. Alors, cet effet appelé dispersion introduit de ce fait une distorsion de phase dans le signal transmis. Ça veut dire quoi une distorsion de phase? Ça veut dire que toutes les fréquences du spectre transmis n'ont pas le même retard. Le spectre qu'on va transmettre, c'est une somme d'un certain ensemble de tensions. Ces tensions, ils vont arriver à chaque tension et disposent d'un retard différent de l'autre. C'est ce qui va engendrer dispersion. Ce qui veut dire que cette distance-là, alors entre ce point et le point qui lui correspond ici,
alors on ne va pas retrouver quelle est la même entre ce point et un autre point qui lui correspond. Alors cette distance-là, alors elle n'est pas la même si on va s'éloigner du centre. Ok? Donc à chaque fois, il y a une différence de retard. C'est ça le phénomène de dispersion. Alors, normalement, la solution, alors, ça, ce sont des insuffisances ou bien des contraintes du milieu de transmission. Donc, pour choisir une solution de transmission, alors on doit au moins essayer de trouver une solution pour remettre notre spectre qui est large. On va essayer de le réduire. Bon, le truc, elle est simple. Donc, le choix d'une solution de transmission se fait par rapport à la fréquence centrale de travail F0, donc la fréquence moyenne de notre signal à transmettre. Donc, il faut donc que les fréquences Fmin et Fmax soient relativement très proches. Donc, au lieu d'envoyer un signal à large bande, on va essayer de le réduire, de le remettre à bande étroite. Okay. De plus, pour s'affranchir au mieux des distorsions introduites par le milieu de transmission, la méthode la plus simple consiste à ne transmettre que des signaux à spectre étroit. Okay. Donc, on va essayer de restreindre, plutôt rendre le spectre étroit. Et cela, donc, à partir de la formule, donc, il faut que Fmax moins Fmin, l'intervalle dont on a parlé tout à l'heure, il doit être très inférieur à la moyenne. Donc, le delta F, la bande spectrale, plutôt la densité spectrale, doit être très très inférieure à la fréquence moyenne. Alors, de ce fait, il faut que Fmax et Fmin, il faut qu'ils soient de très grandes valeurs. Alors, si Fmax et Fmin sont de très grandes valeurs, donc la moyenne, par rapport à la moyenne, donc le delta F va être très 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 petit. Ok, alors la solution, donc il faut donc transposer. Ça veut dire quoi transposer? C'est décaler en fréquence le signal à transmettre. Donc si le signal est dans les basses fréquences, on doit le prendre, le remettre sur les hautes fréquences. De cette façon, on va réduire la densité spectrale et plutôt il va devenir un spectre étroit. Donc qui est un spectre, au lieu qu'il soit large, pour obtenir un spectre étroit. Alors maintenant, sur le canal de transmission. Alors en plus de ces insuffisances de la dispersion, la distorsion de notre signal, il y a des bruits. Donc il est sujet d'autres bruits, ce qu'on appelle noise in English. Alors c'est quoi la notion de bruit? Ce canal de transmission, il peut subir des dérangements, des bruits. Alors donc, noise can be defined as any signal other than the one you want. Alors ça veut dire quoi? Donc à la réception, on va détecter, on ne va pas recevoir seulement le message que nous avons émis à l'origine, mais on va récupérer le message avec d'autres dérangements, avec des parasites. Alors donc, des signaux parasites autres que ceux envoyés par l'émetteur. Donc, on nommera bruit. C'est quoi bruit? C'est tout phénomène responsable de ces signaux parasites. Puisqu'on va à la réception, on va recevoir notre message information en plus des parasites. Donc, toute source qui est responsable de ces parasites, on va la nommer bruit. Et bien sûr, pour quantifier dans les bruits, il y a principalement deux sortes de bruits, deux types, deux catégories, deux grandes catégories de bruits. Il y a des bruits externes, ce sont des bruits qui ne dépendent pas de notre système de transmission. Ce sont des bruits externes. Alors, ce qu'on appelle les bruits extrinsèques, bon, tels que les bruits atmosphériques, tels que l'éclairage d'orage. Alors, l'éclair d'orage plutôt, l'éclair d'orage, il peut nuire à une transmission. Les bruits galactiques, il est dû à la température des planètes. Alors, dans le cas de notre planète, c'est le Soleil, donc la température, il peut nuire à la transmission. Et les bruits industriels, alors par exemple, si jamais votre système de transmission ou bien votre média de transmission, il se trouve à côté d'un milieu, dans un milieu où il y a des machines électriques, par exemple, qui produisent un champ magnétique assez important, par exemple des transformateurs, de très grands transformateurs, qui peuvent créer des champs magnétiques qui peuvent nuire à l'information que va contenir votre média de transmission ou bien des moteurs électriques qui génèrent des champs magnétiques qui peuvent fausser l'information que vous allez transmettre sur votre média. Ça, c'est pour les bruits extrinsèques. Sinon, il y a des bruits propres à notre système de transmission, ce qu'on appelle les bruits intrinsèques. Alors, ces fluctuations intrinsèques des composants électroniques qui échappent à l'utilisateur engendrent des bruits. Donc, il peut être de type bruit thermique, lié à l'agitation thermique au sein de notre système. Sinon, des bruits de grenaille, ça veut dire quoi? C'est la non-uniformité du déplacement des électrons, parce que vous le savez, une information est transmise sous forme d'un signal électrique. Un signal, c'est un déplacement, c'est un courant électrique qui n'est d'autre qu'un déplacement d'électrons. Si jamais les électrons se déplacent d'une façon non uniforme, cela va engendrer des bruits. Okay?
Et il y a aussi le bruit de génération et recombinaison. Ça veut dire quoi? C'est la fluctuation au niveau de la production et la disparition des porteurs électrons-trous sur notre média, par exemple un câble de cuivre. Alors un électron, quand il va déplacer, il va occuper un trou libre. Donc un trou, donc un électron va déplacer vers un trou. Donc il a laissé à sa place un trou, il y a un autre électron qui va prendre sa place pour assurer le déplacement des électrons. Donc si jamais il y a des fluctuations, ça va engendrer des bruits qui vont nuire à l'information que nous allons récupérer à la suite. Alors pour quantifier ces bruits, normalement, on dispose d'un signal émis sur un média. Il va subir des bruits N de T. Voilà, notre signal c'est S de T. Alors sur le média bon, il va être dérangé par des bruits N de T, le signal N de T. Donc à la réception, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir un signal X de T qui n'est autre que la somme du signal S de T à l'origine et du signal N de T qui représente les bruits. Donc une bonne transmission, c'est quand on aura une bonne transmission quand la valeur N de T est égale à 0. Quand N de T est nul, donc on aura X de T égale à S de T, c'est le signal à l'entrée. Okay, alors pour quantifier cette valeur, il y a la notion importante qui est largement utilisée en télécommunication, c'est ce qu'on appelle le signal to noise, ou bien le rapport signal à bruit. C'est la quantité du bruit par rapport au signal d'information. Alors obtenu en faisant le rapport des puissances moyennes S et N. La puissance moyenne de S et la puissance moyenne de N, c'est S sur N, pour une même impédance de la charge. Donc S moyenne sur N moyenne, on cherche à ce que ce facteur soit très grand, parce qu'une fois n, on cherche à ce que n tend vers 0. Si n tend vers 0, donc ce rapport il va tendre vers l'infini. Donc il doit être un rapport de valeur assez grande pour que la transmission soit moins affectée par les bruits. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu notre système de transmission, notre petite chaîne de transmission, comment elle est organisée. Donc l'organisation fonctionnelle d'un émetteur-récepteur. Et on va aller petit à petit, on va détailler de petit à petit à travers cette séquence et à travers les séquences qui vont venir par la suite. Alors normalement, la liaison se décompose, la liaison d'un émetteur-récepteur, il y a trois parties principales. Il y a l'émetteur et le récepteur et le canal de transmission qui va subir des bruits par exemple, principalement. Donc d'un côté, il y a l'émetteur, d'un autre côté, le récepteur, et sont liés par un canal de transmission. Et ce canal, bon, il va être un petit peu dérangé par les bruits qui vont nuire à la transmission. Ok. Alors maintenant, on va voir chaque élément de cette chaîne, c'est quoi son rôle. Alors l'émetteur, comme on vient de le voir, il va récupérer le message de chez la source, il va apporter un certain changement, un certain traitement avant de le mettre sur le média, sur le canal de transmission. Alors donc le rôle de l'émetteur est de convertir le message à transmettre sous forme d'un signal électrique modulé et transposé à la fréquence d'émission, puis d'amplifier en puissance et d'émettre sur les antennes. Tout cela doit le faire l'émetteur. Donc normalement, ceci ne va pas être réalisé par un seul bloc. Il y a différents blocs, il y a des parties. Chaque partie il va se charger d'une opération parmi toutes ces opérations-là. Okay. Donc, convertir le message à transmettre sous forme d'un signal électrique, on doit le moduler, le transposer à la fréquence d'émission, amplifier à la puissance d'émetteur et le mettre à la puissance et le mettre sur l'antenne. Okay. Tout cela doit être fait par l'émetteur. Okay. Alors de son côté, le récepteur, donc il va faire le travail inverse, mais il va le faire à travers une antenne. Donc à partir d'une autre antenne, à la réception, le récepteur devra restituer le message le plus fidèlement possible. Donc la charge la plus pénible, c'est chez le récepteur. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas recevoir seulement le message d'origine, le message émis, mais il va récupérer le message émis mélangé avec des bruits. Donc il doit normalement essayer de restituer, récupérer le message le plus fidèlement possible. Okay, donc il va essayer de dégager les bruits, les éliminer pour récupérer l'information qui a été émise à partir de la source. Okay, alors si on voit un petit peu en détail ces blocs et qu'est-ce qu'ils font, voilà donc l'émetteur, voilà le récepteur, donc les différentes opérations, donc voilà la source, il va donner le message, hein, il va générer le message à transmettre. Donc l'émetteur doit le traduire sous forme d'un signal électrique, ce qu'on appelle un signal informatif primaire. Bon, c'est un signal continu dans le temps. Ensuite, il va subir un certain traitement. Alors, ce traitement, pour avoir récupéré un signal informatif secondaire, on va passer
la préparation à la transmission, on doit le moduler et le mettre. Ok, le mettre sur le canal. Et à la réception, on va faire le travail inverse. Ok, alors maintenant, on va voir chaque bloc, c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il fait. Alors, au niveau de la traduction, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle permet de convertir un signal, par exemple la voix ou n'importe quel signal de la grandeur, une grandeur physique, en un signal électrique. Parce que la transmission elle va se faire à travers des signaux électriques via un microphone. Alors, dans le cas de la voix, c'est un microphone. Inversement, de l'autre côté, elle convertit un signal électrique en un son via un haut-parleur. Donc, de l'autre côté, ici, de l'autre côté, la traduction, il fait le travail inverse. Hein. À partir d'un signal électrique, on doit récupérer un signal du son, on doit l'écouter, donc à travers un haut-parleur. C'est ça le rôle du traducteur. Alors sinon, pour le traitement, alors ça va dépendre un petit peu, ça va être différent un petit peu. Alors donc il peut s'agir simplement d'une amplification linéaire dans le cas d'une transmission analogique. Alors de pré-accentuation plutôt, c'est ça l'amplification. Gain variable avec la fréquence. Sinon en numérique, alors ça peut différer un petit peu. Alors il peut s'agir du codage de l'information, donc on va coder l'information puisque c'est une information en numérique, donc on va procéder par des traitements numériques. C'est du codage de l'information pour avoir une confidentialité par exemple, une sécurité pour détecter les erreurs par exemple, ou pour optimiser la rapidité de la transmission. Si on veut le compresser pour avoir une petite quantité d'informations pour optimiser un petit peu la transmission de notre donnée. C'est ça la partie traitement dans le cas du numérique. Ensuite, la modulation, c'est quoi le rôle de la modulation? C'est le fait de rétrécir un petit peu la densité spectrale de notre signal, c'est le remettre sur les hautes fréquences. Alors la modulation est là pour fonction de transposer l'information sur une porteuse, la mettre sur une porteuse, afin d'occuper un espace fréquentiel réduit pour une bande donnée et de ne pas perturber les voies adjacentes. Parce que quand on est en train de transmettre, il y a plusieurs équipements qui sont en train de transmettre, alors chaque équipement doit disposer d'une certaine petite bande de fréquence sur laquelle il va émettre. Il ne faut pas qu'il y ait des chevauchements. C'est pourquoi on va le transposer vers les hautes fréquences pour assurer la propriété de ne pas avoir des chevauchements entre les éléments qui sont en train de communiquer. Alors cette modulation, elle consiste à, bon, c'est ce que nous allons détailler par la suite à travers ce cours. C'est ce qui est écrit ici en rouge. La modulation consiste à faire varier l'un des paramètres de la porteuse, F0. La porteuse, c'est le signal porteur, c'est lui qui va porter l'information. On va essayer de changer une de ces caractéristiques, soit l'amplitude, soit la fréquence, soit la phase, proportionnellement au signal informatif. Donc le signal information, il va agir, les changements du signal information vont agir sur l'une de ses propriétés, soit l'amplitude, soit la fréquence, soit la phase de la porteuse. C'est ça le rôle du bloc modulation. Ok. Alors bien sûr, après modulation, on va amplifier un petit peu le signal et le remettre sur le canal. Alors le canal, il indique le milieu dans lequel se propage le signal, mais il indique aussi la partie plus ou moins large du spectre occupé. Donc sur un canal, il a une certaine capacité pour supporter les signaux. Donc cette capacité, c'est la bande passante de notre canal de transmission. Ok, c'est un facteur auquel il faut faire attention quand on veut transmettre une information sur un canal. Ok. Alors, la démodulation, c'est le travail inverse de la modulation. Donc, c'est l'opération qui, à partir du signal modulé reçu du canal de transmission, permet de reconstituer le signal informatif, après traitement bien sûr. Donc, on doit récupérer notre signal d'information à partir de la porteuse au niveau du bloc démodulation. Alors, bien sûr, ces opérations de modulation et démodulation, il y a un certain ensemble d'opérations qui se font. Alors, on parle d'amplificateur, soit au niveau de l'émetteur, soit au niveau du récepteur. Il a pour fonction d'augmenter le niveau du signal parce que quand le signal voyage à travers le média, il va perdre puissance. Pour cela, on doit l'amplifier pour pouvoir apporter les traitements qui vont nous aider à récupérer notre information. Donc, les amplificateurs les plus courants sont à transistor. Généralement, c'est à transistor. Sinon, on utilise des circuits intégrés spécifiques. On parle bien sûr de la notion de filtre, donc c'est une fonction très 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 importante au niveau de la transmission puisque quand on veut transmettre sur une fréquence bien spécifique, on doit disposer de cet élément, le filtre, qui va récupérer juste la fréquence sur laquelle on veut travailler. Donc ils ont pour fonction de séparer les signaux utiles des autres signaux
ils sont omniprésents, donc ils sont toujours là, et à base de condensateurs et de bobines, bien sûr, ou bien d'autres circuits actifs, tels que quelques amplificateurs. Ok. Et bien sûr, pour transmettre, émettre et recevoir, on aura besoin d'une antenne. Alors, c'est une interface entre le milieu dans lequel les ondes se propagent et l'appareil où elles sont guidées. Alors, l'antenne va se retrouver ici au niveau du récepteur ou bien au niveau de l'émetteur. Alors, ici, l'antenne va se trouver ici au niveau de l'émission et ici au niveau de la réception. Voilà, donc c'est un aperçu général sur les principaux composants d'une façon très grossière, très générale d'un système de communication, de télécommunication entre deux entités. Donc c'est la fin de cette séquence et je vous vois dans la suite, Inch'Allah, pour aborder les lignes de transmission.